le sujet sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est la place du jeu dans la conduite de projets innovants. Donc, pourquoi jouer, comment jouer et comment aussi utiliser le jeu pour faire des choses très sérieuses. Je vais laisser Martin introduire cette conférence et présenter également nos intervenants qui font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour à tous. Donc, je suis Martin Préault, je suis facilitateur ici au pôle d'innovation territoriale et au labo. On a le plaisir aujourd'hui pour cette table ronde sur la place du jeu dans la conduite de projets innovants d'accueillir deux personnes. Philippe Gambier, d'une part, qui est aujourd'hui fonctionnaire territorial en disponibilité et qui est formé en ludopédagogie, qui est entrepreneur coopératif, qui nous en dira deux mots, et consultant. Il a travaillé pendant longtemps à la mairie d'Ivry-sur-Seine comme responsable du conseil en organisation, et il a été président plusieurs années de l'Association nationale du conseil en organisation, et il s'est spécialisé dans la gamification et les jeux, et tu es notamment le co-auteur d'un jeu sérieux qui s'appelle le jeu de l'innovation, Booster votre esprit d'innovation, a été lauréat de différents prix. Et donc, on l'a invité à se joindre à nous pour cette expertise. On a aussi le plaisir d'accueillir Aurélien Fouillet, qui est docteur en sociologie, également diplômé en philosophie, mais aussi en ébénisterie ou en marqueterie. Vous êtes donc enseignant, chercheur, vous avez beaucoup travaillé, vous avez travaillé comme directeur des études et de la prospective pendant un temps. Vous enseignez aujourd'hui à l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI. Vous y dispensez un cours intitulé Penseur et designer. Vous êtes aussi co-responsable d'un master spécialisé création et technologie contemporaine. Et enfin, vous êtes chercheur au Centre de recherche en design de l'ENSI. Et puis, vous êtes impliqué dans différentes revues scientifiques et l'auteur de différents livres, dont Playtime, qui est paru l'année dernière en 2022. Pour introduire aussi cette conversation et expliquer un peu le dispositif, on a voulu un dispositif qu'on appelle de bocal à poissons, qui ressemble aujourd'hui plutôt à un aquarium étant donné la configuration de la salle. Le principe étant qu'il y aura des moments où on invitera les personnes qui sont autour de nous au labo et également par le biais de modérateurs, les personnes qui nous suivent à distance, simplement de venir occuper les chaises au centre de la pièce pour se joindre à la conversation et aux échanges. On vous dira ça. Mais on va commencer peut-être avec Philippe et Aurélien en vous posant deux questions. La première, c'est peut-être quel est votre rapport au jeu, comment vous êtes venu au jeu et à vous y intéresser sérieusement. Et puis aussi, vous demander pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt, pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre du jeu dans nos projets, et notamment dans nos projets de politique publique ou de service public. Déjà, je dois dire que je suis ravi d'être ici sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est un sujet sur lequel j'ai été amené à m'investir, d'abord par petites touches, de manière empirique, parce qu'en fait, dans le cadre de mes interventions comme conseiller en organisation, j'ai remarqué qu'en introduisant des ressorts ludiques, en fait, on crée plus facilement de l'engagement, de la participation. Donc, la condition d'adapter ça, bien sûr, à un contexte particulier et répondre à un besoin où on sentait qu'il pouvait y avoir une plus-value à le faire de cette manière. Et puis, progressivement, j'ai senti que j'avais besoin aussi de monter en compétence sur ces sujets, et c'est ce qui m'a amené, tu l'as cité en présentant mon parcours, à me former sur un diplôme interuniversitaire en ludopédagogie, et qui a été un moment un peu crucial dans mon parcours, puisque c'était le moment où je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie d'utiliser pleinement cette approche, et puis d'évoluer progressivement vers une activité entrepreneuriale. Aujourd'hui, je mène au sein d'une coopérative d'activité qui s'appelle Omnicité et qui fédère à peu près 350 entrepreneurs, entrepreneuses qui interviennent dans différents domaines et qui se retrouvent aussi dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà un petit peu ce qui est de mon... Mais après, je préfère c'est la parole, et puis je reprendrai plus sur l'intérêt d'introduire le jeu. Bonjour à toutes, à tous.
Donc moi, mon lien au jeu initial, si je puis dire, il vient de mes études de philosophie et d'une question autour de la question et la technologie. Et donc oui, moi en fait, pendant mes études de philo, je me suis intéressé à la question du risque et à comment en fait on peut diriger son action dans un contexte d'incertitude. Ça m'a amené à notamment voilà, à lire des gens comme Ulrich Beck sur la société du risque, mais aussi à prendre un angle peut-être un peu différent qui est associé à Georges Bataille, à la notion de dépense, à la part maudite, enfin voilà, ces choses-là. Et après ça, en fait, j'en suis arrivé à la conclusion qu'une des manières de conduire nos actions dans un monde incertain, c'était notamment d'avoir des comportements ludiques, parce que le jeu, c'est finalement aussi un cadre de règles, de valeurs, de rôles, enfin, on y reviendra certainement, dans lequel on apprend à jouer avec les règles et dans lequel on apprend à la fois à être créatif dans un cadre déterminé, mais aussi à injecter de l'incertitude dans quelque chose qui est normalement très bien réglé. Enfin, on a tous piqué dans la caisse au Monopoly. Et ça crée de l'incertitude. En fait, ça crée du hasard, d'une certaine manière, dans le dispositif qui, normalement, lui, est très, très réglé. Voilà, et donc mon point de départ, il est là. Et puis, effectivement, moi, il y a on en parlait juste avant de commencer, moi, il y a un fait, en quelque sorte, qui m'interpelle, c'est que quand on écoute, justement, comment nos sociétés se racontent, elles se racontent par le travail. C'est le plein emploi, c'est la dignité humaine par le travail, c'est la croissance, c'est enfin toutes ces choses-là. Et en même temps, à côté de ça, quand on prend le métro avec les gens qui vont au travail, moi j'avais fait l'expérience quand j'ai fait ma thèse de compter les gens qui jouent sur leur téléphone juste dans le périmètre autour de moi. Il y en a toujours 3, 4 ou 5. On multiplie ça par le nombre de barres de métro, par le nombre de voitures dans les rames de métro et par le nombre de rames de métro dans une journée. Et ça donne à peu près voilà, une idée d'un chiffre absurde, mais d'un chiffre de gens qui passent ce temps-là à jouer. Et puis, vous le savez, la première industrie culturelle de la planète, ce n'est pas le cinéma, la littérature ou le théâtre, c'est le jeu vidéo. Et donc, pour moi, il y avait un paradoxe intéressant à questionner sur voilà, des sociétés qui se disent par le travail et qui, apparemment, mettent beaucoup de leurs ressources temporelles, financières, culturelles, dans des activités dites ludiques, non sérieuses, divertissantes. Voilà. Et donc, c'est ce paradoxe-là, moi, que j'ai essayé de travailler au départ. On revient à Philippe, et pourquoi mettre du jeu dans nos projets, et les impacts, les apports, etc. Oui, alors je rebondis quand même sur ce qui a été dit, c'est que effectivement, déjà, comme point de départ, il faut se dire que le jeu, il est omniprésent dans nos sociétés. D'ailleurs, je me fais un peu sur votre terrain, c'est un concept qu'on retrouve souvent dans tout ce qui est théorie des jeux, c'est le concept homo ludens, l'homme qui joue, l'humain qui joue. Et ça se traduit bien en fait cette fonction sociale du jeu. Au-delà de ça, en fait, parliez de l'aléa, de l'incertitude, qui est un levier extrêmement important en mécanique de jeu pour créer de l'engagement. Et c'est bien là, en fait, aussi l'intérêt de recourir à des mécaniques ludiques, puisqu'en fait, par ce biais, on va chercher à créer de la participation et de l'engagement. D'ailleurs, donc moi j'interviens dans le conseil, mais aussi dans la formation. Et dans la formation, on va appeler ça les méthodes pédagogiques actives. C'est ce qu'on va traduire aussi par la ludopédagogie, l'apprentissage par le jeu. Après, moi, je pense qu'à ce stade, c'est important de bien distinguer ce qu'on entend par jeu sérieux et gamification. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Déjà, vous remarquez que dans jeu sérieux, gamification, souvent, on va aussi parler de serious game. Donc, beaucoup d'anglicismes qui, simplement parce qu'en fait, c'est des anglicismes qui sont empruntés au monde du design et des jeux vidéo. En fait, donc, puisque un jeu sérieux auquel on fait souvent référence pour
pour parler de la genèse des jeux sérieux depuis les années 2000, c'est America's Army, qui est en fait un jeu de tir subjectif qui a servi à l'armée américaine à des fins marketing pour donner une bonne image de l'armée américaine et derrière susciter des recrutements, en fait. Et donc, c'est souvent... Alors, c'est un exemple guerrier, donc c'est un peu dommage, mais c'est quand même un jeu, pour le coup, un serious game qui s'est avéré tout à fait efficace dans son rôle marketing. Donc voilà, ça c'est pour dire. Et la différence entre gamification et jeu sérieux, simplement, gamification, c'est pas un jeu en tant que tel. On utilise des mécaniques de jeu. Par exemple, si vous prenez le principe des nudges dans l'espace public, où on crée des petits dispositifs un peu ludiques pour que les gens ils adoptent des comportements vertueux dans l'espace public. Typiquement, ça relève de la gamification. Mais ce n'est pas des jeux en tant que tels. Un jeu sérieux, c'est un jeu avec... posez-vous la question de savoir c'est quoi la fin du jeu, le but du jeu, pour savoir si c'est un jeu ou si c'est de la gamification. Voilà. Donc, et puis un dernier truc que je voulais dire, c'est que ce qu'on va rechercher quand on utilise des mécaniques de jeu, c'est ce qu'on appelle le flow. C'est-à-dire que vous avez remarqué que quand les gens ils participent à une activité de jeu, ils sont hyper concentrés sur ce qu'ils font. Il n'y a pratiquement plus rien qui existe autour. Et donc, il y a un niveau d'engagement qui est très important. Et quelque part, on essaie aussi de recréer un petit peu ça derrière pour... ça va être soit pour faire passer des messages de sensibilisation, créer des apprentissages, faire changer les comportements, etc. Un petit peu ce que je peux dire à ce stade. D'accord, donc si je reformule, c'est Oui. l'intérêt principal d'introduire des mécanismes ludiques, par exemple dans nos projets, nos services publics, ça serait finalement de créer de l'engagement et faire que les gens adhèrent à des propositions de services, s'engagent dans des activités, soient plus motivés dans la conduite d'un projet, etc. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on se pose de plus en plus la question de partager les décisions, de co-construire, etc. Et c'est vrai que de passer par le biais des leviers ludiques, c'est un moyen en fait de le faire de façon efficace, quoi. Donc, et on va souvent dire qu'on ludifie ou on gamifie sa pratique quand on est dans une posture comme la vôtre d'accompagnement, de conseil, facilitation. Ok. Déjà, peut-être que une chose que tu as évoquée, c'est que la première fonction du jeu, c'est d'être le terreau de la culture, au sens d'une culture partagée. On l'a tous expérimenté enfant ou avec nos propres enfants. Le jeu, c'est un des mécanismes par lequel on apprend les règles de la vie en société. Et donc, une des premières choses qui justifie l'utilisation du jeu dans des politiques publiques, c'est de faire des politiques publiques, d'une certaine manière. Et donc, de faire en sorte qu'elles soient partagées, communes, par l'intermédiaire de choses qu'on pratique tous en dehors du travail, même si on reviendra peut-être sur cette opposition entre jeu et travail, jeu et sérieux à un moment. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a effectivement aussi ce que j'évoquais brièvement, c'est que un jeu, comme dit Wittgenstein, quand on définit un jeu, on ne le définit pas en disant il y a un plateau. On commence par dire les règles du jeu. Dans le jeu, fondateur des jeux, c'est les règles. Donc, le deuxième élément, peut-être, pour de l'utilité du jeu dans les politiques publiques, c'est de l'expérimentation des règles. Et les politiques publiques, elles ont aussi vocation ou à produire des règles ou à faire appliquer des règles. Et donc, effectivement, le nudge, c'est un exemple, mais on pourrait trouver tout un tas d'autres illustrations pour alimenter ça. Et puis, le troisième élément qui, pour moi, est aussi un marqueur de notre époque, c'est la question des récits.
On parle beaucoup de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, de trouver des futurs souhaitables, alternatifs, utopiques, enfin bref, peu importe le terme qu'on emploie pour en parler. Et pour moi, une des raisons de l'omniprésence du jeu dans nos sociétés, c'est justement parce qu'on n'a plus de grands récits. C'est ce qu'a montré notamment le philosophe Jean-François Lyotard. Et donc, un des enjeux des politiques publiques, c'est de reconstruire ces récits communs. Grand, petit, moyen, en fait, il y a tout un tas d'échelles où ça peut se jouer. Et effectivement, dans le jeu, il y a une dimension d'histoire, de narration, qui produit de l'immersion, de l'engagement, de l'adhésion, de l'identification. La façon peut-être la plus simple de le dire, c'est tout ce qui relève du jeu de rôle, c'est-à-dire où on incarne un type de personnage qui a des compétences, des pouvoirs, mais aussi des choses qu'il ne peut pas faire. Et au travers de ça, on adhère ou pas à une histoire concrète, en fait. Parce que une des choses aussi que je trouve importantes par le jeu, enfin, du jeu pour les politiques publiques, c'est que une fois qu'on a dit qu'il fallait des nouveaux récits, ce qui est tout à fait justifié, à un moment, la question se pose de comment ça s'imprime, quoi. C'est-à-dire, c'est super moi, j'adore la littérature, les romans, le cinéma et tout ça. Et évidemment que ça joue sur nos cadres de représentation, mais il y a aussi un moment où il faut que ça transforme la réalité. Et le jeu, c'est un levier de transformation de la réalité. Et donc, effectivement, c'est aussi un levier de politique au sens presque grec du terme, c'est-à-dire de vie dans la cité, quoi, qui peut être un vrai levier, je pense, pour des communautés de communes, pour des collectivités territoriales, pour justement imprimer ces récits dans le monde. Merci, on voit effectivement à quel point c'est aussi un terme qui est très polysémique, le jeu, et donc il autorise beaucoup d'interprétations et on voit bien comment ça peut alimenter ces projets. Est-ce que peut-être on peut revenir un instant sur les impacts, les apports un peu concrets qu'on peut identifier de ce que vous en avez dit quelques-uns, mais on reste sur des niveaux assez théoriques à ce stade. Oui. Peut-être si vous avez des exemples de en quoi un jeu a pu transformer un rapport à un public, permettre d'accélérer un projet, voilà, une illustration. Oui, voilà. Moi, je vais prendre deux exemples. Un exemple qui peut être très concret, un exemple un peu moins concret, mais qui me semble intéressant en lien avec ce qui vient d'être dit sur la créativité. Bon, mon premier exemple concret, c'est vous décidez de faire un atelier brainstorming pour réfléchir à une évolution d'organisation ou à la formulation d'une nouvelle mesure, etc. L'intérêt de le faire par le jeu, c'est que vous allez être beaucoup plus efficace dans la production d'idées, et y compris pour construire la convergence, pour aller vers un plan d'action. Donc moi, par exemple, j'utilise, je le cite puisque tu l'as cité au début, JDI, qui est un jeu dont je suis co-auteur et sur lequel qu'on a pas mal développé au sein du réseau du conseiller d'organisation pour justement impulser des démarches innovantes dans les organisations publiques. Et c'est vrai que ça peut être le point de départ, un atelier JDI, pour derrière réfléchir de manière un peu plus concrète et y compris en utilisant à nouveau des leviers ludiques, à des actions qui pourraient être menées pour favoriser l'innovation, la transformation dans les organisations publiques. Donc voilà, tous les outils autour de l'agilité, des méthodes agiles, l'agilité truffée de jeux qui favorisent les interactions, l'intelligence collective, partager une vision sur des projets, etc. Tout ça, on peut le faire de manière très, très efficace en mobilisant des leviers ludiques. Et l'autre point que je trouve intéressant, c'est qu'on est souvent dans un peu la dictature de la production dans nos organisations. On te dit, en fait, mais c'est quoi concrètement derrière? Qu'est-ce qui va se passer? Or, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire il faut convoquer des nouveaux imaginaires, faire que les gens lissent des cadres pour penser des solutions à des problèmes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de rencontrer par le passé et donc qui nous demandent d'innover. Et c'est vrai que le jeu, à partir du moment où il vous rassemble dans ce qu'on appelle un cercle magique, c'est-à-dire une limite de temps
spatio-temporel où vous allez vous autoriser cet espace de liberté pour être créatif, rentrer dans un univers, dans un récit, etc. Et ben, c'est une manière de muscler votre soft skills de créativité. Et par contre, si vous avez une injonction derrière tout de suite de dire, bah oui, mais il faut que vous soyez, faut que vous soyez productif, moi je veux tout de suite du concret derrière, et ben ça casse en fait, c'est complètement paradoxal. Donc il faut aussi s'autoriser par le jeu d'avoir ces espaces pour peut-être faire cultiver la créativité au sein des équipes et faire en sorte voilà, et pas toujours attendre que derrière on ait un truc très très concret et l'assumer. Voilà. Et pour moi, ça, c'est un terreau favorable après pour générer des choses un peu innovantes dans les organisations. Il nous reste à peu près 5 minutes pour cette phase. On peut arrêter juste avant. Du coup, 2 exemples peut-être rapides. Un premier qui est vraiment sur comment on partage une culture commune dans une organisation. C'était sur une étude, ça a été fait dans 2 cadres différents, une étude sur la convivialité à travers le monde et une autre sur la mobilité. Il y en a une qui était pour la RATP et une autre pour le groupe Pernod Ricard, donc c'est 2 contextes très différents. Mais il y avait, pour ces 2 organisations, il y avait une question de partager une culture à tous les niveaux de l'entreprise sur ce que fait l'entreprise. Et donc, pour Pernod Ricard, c'est de la convivialité, et pour la RATP, c'est la mobilité. Et donc, il y avait un enjeu de faire en sorte que chacun puisse participer de ce que c'est que la convivialité ou de ce que c'est que la mobilité. Et ce qu'on avait construit, c'était un dispositif entre Pokémon Go et les cartes Magic. Je ne sais pas si vous voyez ces deux types de jeux. Pokémon Go, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, l'idée, c'était que tout le monde puisse contribuer à documenter ce que c'est que la convivialité ou ce que c'est que la mobilité dans son expérience quotidienne de travail ou personnelle, et puisse alimenter une base de données partagée par toute l'entreprise. Donc, ce qui fait aussi un récit collectif de c'est quoi le regard de mon organisation à laquelle je participe sur les enjeux que l'organisation est censée adresser. Donc ça, c'est le premier point. Et les cartes Magic, l'idée, c'était ensuite de venir, alors là, c'est plutôt le sociologue qui parle, mais c'était de venir créer des typologies de convivialité et de mobilité, et donc de pouvoir coder en quelque sorte les données ou les phénomènes qui étaient documentés pour qu'ensuite on puisse aller chercher dans cette base de données des axes sur lesquels on avait envie de travailler et du coup avoir accès un peu à tous les phénomènes qui avaient été documentés par les uns et les autres. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est que je sais pas, en Corée, on documente certaines choses et on va les coder d'une certaine manière. Et au Brésil, on va documenter d'autres choses et on va les coder de la même manière. Et donc, quand on manipule cette typologie, on accède à des acceptions extrêmement diverses et variées de ce que peuvent être donc ces 2 choses que la convivialité et la mobilité. Donc, voilà un exemple. Alors, c'est plus de la gamification que du jeu sérieux, voilà, mais ça permet de faire culture commune, de créer aussi une forme de dynamique un peu positive de documentation pour tout le monde, et parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le directeur de projet, le stagiaire, en fait, tout le monde peut documenter. Donc, tout le monde a un peu la même valeur dans ce type d'expérience. Donc, ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est un jeu qu'on va développer, alors qui n'est pas encore développé avec l'Association pour l'écologie du livre. Et ce jeu, il a vocation à être un outil pour tous les métiers de la chaîne du livre, pour justement intégrer les enjeux écologiques dans la fabrication, la distribution et la consommation d'un livre. Et l'idée du jeu, c'est justement de donner un outil qui donne de l'autonomie en fait aux différents acteurs pour travailler en interne, chacun à leur niveau, en fait, les questions qui les touchent. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le jeu, c'est que le jeu, il a une forme d'autonomie et selon les joueurs qui y jouent, il produit quelque chose de différent et il ouvre un espace qui lui est propre. Voilà, donc 2 exemples qui illustrent pour moi ce que le jeu
peut apporter concrètement. On a effectivement une machine à café qui est très soucieuse de son hygiène personnelle. Elle se déclenche à intervalles réguliers, ne vous en inquiétez pas. On évoquera peut-être la question de savoir si c'est un... Enfin, on se pose plusieurs questions. Est-ce que vous dites là, sur le fait par exemple de l'omniprésence du jeu, c'est à questionner. On peut se demander si c'est une passade ou si au contraire c'est quelque chose qui structure dans le fond. Et puis l'autre point qu'on abordera peut-être aussi plus tard, c'est la question des limites, notamment parce que souvent, et vous l'avez évoqué, on va mobiliser le jeu pour changer ou faire évoluer des comportements. Donc il y a des dimensions éthiques forcément qui viennent se surajouter sur ces questions-là. Mais je pense qu'avant que le réveil ne sonne, on peut passer à une deuxième séquence, puisque, vous l'avez dit, ben, on utilise de plus en plus le jeu dans nos organisations publiques, et on a des collègues qui sont venus aujourd'hui et qui vont pouvoir nous témoigner, soit directement, soit indirectement. Et là, je me tourne vers ma collègue Erika qui porte le témoignage d'une de nos collègues, ou c'est toi, Jeanne, qui porte le témoignage d'une de nos collègues de la direction Europe internationale sur l'utilisation d'un jeu sérieux qu'on a développé ici l'année dernière. Je vous montre aussi pour les personnes à distance. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me fais en effet la voix de Delphine Chénery de la Direction Europe internationale qui témoigne de l'animation de ce jeu Seine-Saint-Denis Résilience. Pour juste poser quelques éléments sur ce jeu, il a été conçu entre 2022 et 2023 en interne du conseil départemental par la délégation à la transition écologique, avec l'accompagnement donc du pôle innovation territoriale qui occupe le lieu dans lequel nous sommes du labo de l'innovation. Il s'agit d'un jeu sérieux qui aborde la thématique de la résilience territoriale pour sensibiliser les agents du département à l'adaptation à toutes les problématiques de dérèglement climatique. Il y a plus d'explications aussi qui sont données dans le journal de création du jeu si vous souhaitez les effectuer. Donc, la Direction Europe internationale, selon le témoignage donc, de Delphine, a animé le jeu Seine-Saint-Denis Résilience dans une phase de production de sa nouvelle stratégie européenne et internationale pour les prochaines années. Les participants et participantes appartenaient à la fois au service Europe, au service international et également à la délégation Biennale et Campus donc du département. Ils ont ensemble réfléchi à la prise en compte de l'urgence climatique et aux besoins de résilience dans les politiques proposées au sein de cette stratégie. La première remarque et suggestion, c'est le fait que le mélange d'un maximum d'agents sensibilisés et peu sensibilisés permet de créer une émulation et de gérer des situations de scepticisme, par exemple, plus facilement. Le contact d'agents peu sensibilisés à la question écologique rend aussi le rôle de l'animateur d'autant plus important, notamment sur des questions un petit peu d'expertise plus poussée sur les problématiques évoquées. Enfin, sur le côté animation toujours, le fait d'animer plusieurs sessions est nécessaire pour avoir une forme aussi d'autonomie dans la tenue et l'animation du jeu en lui-même. Sur un petit peu les résultats de la production du jeu, le fruit de la réflexion produite par ce jeu, donc qu'il s'agit de la construction de projets, de l'adaptation aussi des futures politiques publiques et du portage politique des idées qui ressortent du jeu, les participants expriment le fait qu'ils souhaitent que ça soit aussi entendu et mis en œuvre de manière assez concrète par les décideurs du conseil départemental. Ils voudraient en cela que le jeu ait un vrai impact performatif sur les décisions qui sont prises. Et enfin, sur, on va dire, la partie appropriation du jeu, la Direction Europe internationale a souhaité aussi
créer des cartes plus adaptées, ou en tout cas en lien direct avec les enjeux traités par la direction, afin aussi d'amener les participants et participantes à une réflexion plus appliquée sur des problématiques concrètes qui sont portées par la direction, donc sur des enjeux européens et internationaux. Merci beaucoup, Jeanne, et puis merci Delphine. Je me tourne vers Anne, que je vois, qui est porteuse d'un jeu et peut-être d'un témoignage sur la manière dont vous l'utilisez. Alors, Anne et Charlotte, on va te faire un. Anne et Charlotte, très bien, venez, je vous en prie, prenez place. C'est un gros jeu. On n'a pas fait semblant. Le porteur de grands c'est pour ça. Donc, en fait, je vais commencer par nous présenter. Donc, nous travaillons toutes les deux au bureau de l'action sociale, qui est rattaché à la direction des ressources humaines. Et dans le cadre des prestations de l'action sociale, on a donc une conseillère en économie sociale et familiale qui a en charge notamment l'accompagnement individuel des agents qui rencontrent des difficultés budgétaires. Et on a souhaité effectivement sortir de l'intervention individuelle et proposer des actions collectives aux agents pour les sensibiliser à la gestion du sujet et aux questions de la gestion budgétaire. Et donc, on a commencé par réfléchir à la conception d'un jeu. Et donc, Charlotte a travaillé sur un jeu, un jeu de plateau, qu'effectivement, on a commencé à concrétiser en interne. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que l'association Crésus avait développé un jeu dilemme sur la gestion budgétaire qui était tout à fait bien fait. Et donc, on a effectivement demandé à se former à ce jeu. Et donc, nous l'avons acheté. Et depuis quelques années, nous l'utilisons, notamment au kiosque, via des ateliers, auprès des agents. Donc, est-ce que tu veux le présenter? Oui. Tu vas me dire vraiment quelque chose de plus concret. C'est du direct. En fait, c'est un jeu de plateau, voilà, définition du jeu. Un jeu de plateau. Avec les objectifs, des dés, effectivement, et il y a trois objectifs. Il est vraiment très bien fait. Alors, et on a les petits billets. Ah, voilà. Je pense que c'est compliqué dans laquelle. Exactement. Les trois objectifs du jeu, finalement, ça va être déjà d'aborder des questions d'argent. Donc, il y a ce super plateau qui représente en fait un mois de salaire finalement avec différents événements qui sont représentés dans le jeu. Et en fait, l'idée, c'est de savoir intégrer les notions de comment je paye mes factures, comment je paye mes factures en faisant face aux événements du quotidien parce que chaque case va représenter un événement, et également en abordant les notions de plaisir parce que on veut parler de budget, souvent c'est un sujet qui est assez sérieux qui peut mettre mal à l'aise les personnes, mais on veut aborder se faire plaisir, payer ses factures et réaliser aussi un projet qui est pioché dans le cadre du jeu. Donc, ça permet à travers Dilemme de dédramatiser les questions d'argent finalement avec les participants, d'aborder la notion de plaisir parce que souvent les gens pensent qu'il faut payer, mais à aucun moment, voilà, où est le plaisir dans tout ça. Donc, c'est aussi d'aborder cette notion-là qui est essentielle dans le jeu et qui est à réaliser. Quand on veut gagner la partie, il faut cumuler un certain nombre de points de plaisir, payer ses factures. Donc, vous parlez aussi des notions de risque. Quand je ne paye pas mes factures, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et à aborder toute notion financière, donc les questions bancaires, les questions d'assurance, de santé. En fait, à travers ce jeu-là, on peut aborder un grand nombre de choses. Donc, il y a des questions, il y a des événements qui peuvent arriver aussi. Par exemple, vous roulez moins vite à vitesse régulière et à bas régime. Ces accélérations brutales et coups de frein intempestifs vous empêchent d'utiliser la clim. Votre budget essence baisse de 20 €. Donc, il y a des événements positifs comme des économies et des événements un peu plus malheureux comme j'ai une rage dedans, je dois payer des frais, ça, voilà. On peut aborder vraiment tous les sujets à travers Dilemme et c'est ça qui est riche. Et l'intérêt qu'on y a vu aussi, c'est qu'en fait, alors on peut
aborder beaucoup de sujets qui rejoignent les prestations du Bureau de l'action sociale, puisque vous le savez peut-être, mais effectivement, le département participe à la cotisation de la mutuelle, on propose une prévoyance, etc. Donc, on propose un dispositif de chèque vacances. Donc, en fait, ça nous permet aussi de faire connaître les prestations du Bureau de l'action sociale. Donc, ça, on y voyait effectivement cette espèce de double détente. Et puis, ce qu'on a appris quand on a été formé, c'est qu'effectivement, alors, c'est pas de la triche, mais en fait, tout l'intérêt pour nous, c'est qu'on peut sélectionner les cartes qu'on va proposer au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas simplement prendre le paquet et puis le poser. On va effectivement cibler vraiment les thématiques qui nous intéressent et de manière vraiment à faire des points pédagogiques, parce que l'intérêt du jeu, c'est qu'on va effectivement jouer avec les dés et progresser sur le plateau, mais tout l'intérêt pour nous, c'était d'arrêter le jeu un instant, ou 2, ou 3, ou 4 en fonction de la temporalité, parce que le jeu peut durer assez longtemps, pour vraiment mettre en avant certains points pédagogiques et des points qui relèvent, encore une fois, qui sont proches de nos problématiques. Un point sur le crédit, par exemple. Qu'est-ce que le crédit, la perception du crédit, le paiement, on a beaucoup parlé la semaine dernière du Black Friday, voilà, le paiement 3 fois, 4 fois sans frais, qu'est-ce que ça implique? Quel risque ça implique aussi? Est-ce que c'est du crédit? Est-ce que je m'endette, etc. Donc, ça permet d'aborder toutes ces notions peut-être beaucoup plus facilement que si on était dans un cadre beaucoup plus classique de conférence ou que sais-je. Et donc, ben oui, on peut se déplacer avec le jeu et venir proposer le jeu et aborder d'autres formes de thématiques. On peut aussi aborder la question de la santé, par exemple, qui du coup est une politique départementale, puisque, encore une fois, on participe en santé, en mutuelle prévoyance. Donc, ça permet vraiment de porter certains enjeux qui rejoignent les politiques départementales. Je dis ça par rapport, effectivement, au jeu qui a été présenté avant sur la transition écologique. Est-ce que donc c'est un jeu qui est destiné aux agents, aux usagers du département aussi, tout public. Est-ce que vous rencontrez parfois des freins ou des gens qui ne veulent pas jouer? Est-ce que ou est-ce qu'au contraire, ça vous facilite l'accès et le dialogue? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on joue en équipe. En fait, on n'est pas seul derrière le pion, on essaie de faire des équipes de 3 à 4 personnes. Donc, du coup, je te laisse rebondir. Parce que... on va dire que dans le jeu, il y a 4 pions. Donc, on essaie, en fonction du nombre de participants, de mettre des groupes pour justement faciliter les échanges, casser justement cette peut-être honte d'aborder le sujet. Et finalement, les freins qui peuvent être présents, ça va être la temporalité. Parce que le jeu est assez, comme le disait Anne, un peu long. Il peut durer une après-midi. Enfin, voilà. Et ça va être, quand on va l'animer dans un cadre professionnel, l'agent qui va venir sur son temps de travail, ou en tout cas sur son temps de pause pour jouer à Dilemme, derrière il va falloir qu'il reprenne à un moment donné son poste, et peut-être que cette notion-là, on en discutait tout à l'heure, elle est importante à souligner. C'est à nous en tant qu'animateurs aussi de faire en sorte de pouvoir aborder l'essentiel du jeu, ou en tout cas ce qui peut être pertinent pour les sujets qui peuvent nous tenir à cœur, pour que l'agent puisse venir jouer, mais aussi retourner à ses fonctions. C'est ça, avec quelques acquis, ou en tout cas avec quelques apports. Le fait de jouer en collectif, c'est vrai qu'on le voit, on observe, c'est qu'il y a des gens qui vont tout de suite prendre un peu le lead de l'équipe et certains en retrait parce que justement parler d'argent ou exprimer son opinion, son avis face à certaines questions n'est pas toujours simple. Mais finalement, le côté très ludique, le côté jeu de plateau, les dés, les billets, etc. Enfin voilà, ça renvoie sans doute à son expérience personnelle du jeu, du Monopoly, fait que très vite la participation devient active de l'ensemble des membres de l'équipe. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir effectivement les échanges dans une équipe et parfois les échanges entre équipes. Et c'est vraiment très drôle parce que très vite, on peut voir qui est cigale et qui est fourmi dans le jeu, puisqu'on parle d'argent. Et on peut identifier comme ça certains comportements, mais qui sont hyper intéressants, puisqu'en fait, on voit des collègues qui, je pense à un jeu qu'on avait fait au kiosque, où d'emblée, une collègue était très prévoyante, qui effectivement était très économe, et qui emmenait les autres dans sa dynamique, en fait, de gestion précautionneuse de son budget. Donc, c'était très intéressant. Et ça confronte effectivement
des modes de faire complètement différents, et ça a aussi comme vertu le partage d'expérience. C'est-à-dire que moi, dans cette situation, j'ai fait comme ça, je pense à faire ça, je fais des économies, quand je veux organiser mes vacances, je m'y prends de telle ou telle manière, et ça a effectivement cette vocation d'amener un échange et un partage finalement d'expériences, de bonnes pratiques éventuellement entre collègues. On parlait à propos du jeu, du fait que c'était un levier en termes d'engagement et de cohésion. Est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez? Tu disais, le jeu, c'est aussi l'occasion de présenter ce qu'on propose au sein du Bureau de l'Action sociale. Est-ce que vous voyez que les sessions de jeu accélèrent le recours à ce que vous proposez, par exemple? Alors, je ne sais pas si on peut le mesurer comme ça. En tout cas, je pense que ça permet d'apporter des connaissances sur les prestations du Bureau de l'Action sociale. Maintenant, de là à dire que c'est un accélérateur, après, sans doute dans le recours à certaines prestations, comme effectivement le remboursement des frais de garde ou l'accès à l'allocation enfant handicapé, par exemple, c'est des prestations qui ne sont pas toujours connues ou utilisées. Par contre, sur la question vraiment de l'accès aux prêts sociaux et la rencontre avec la conseillère, oui, sans doute que ça permet d'amener les agents vers la conseillère. Par contre, je ne crois pas que ça augmente vraiment le recours aux prêts sociaux, puisque c'est une des modalités d'aide qui est proposée par le Bureau de l'Action sociale. La visibilité, mais on ne va pas dire que ça accélère le recours à certaines prestations. Déjà, donner de la visibilité, souvent dans nos prestations, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Ça donne un peu plus d'informations aux participants sur ces sujets-là. Par contre, ce qu'on aime à croire, c'est que comme on est un peu en prévention de la difficulté budgétaire, peut-être que justement, ça limiterait, dans l'absolu, ça devrait limiter finalement l'accès aux prêts, dans la mesure où il y a quelque chose de plus vertueux, enfin sans jugement aucun, mais qui s'enclenche de par la sensibilisation avec le jeu. D'accord. Merci beaucoup. Jeanne, je croyais qu'on... Ah oui, on a une autre collègue qui va venir nous parler. Si vous voulez nous en place, vous pouvez rester encore au milieu pour le reste de la conversation. D'accord. Et présentez-vous et puis expliquez-nous. Bonjour, moi je suis Laura Ribeiro, je suis assistante sociale de formation et de métier et je suis aujourd'hui conseillère technique logement, hébergement, précarité énergétique au sein du service social départemental, donc au sein de la DEPAS. Donc je devais être accompagnée d'une collègue CESF qui est malheureusement absente, donc je vais essayer de relayer l'ensemble de notre... CESF, il faut vous expliquer ce que ça veut dire. Comme Charlène, une CESF, c'est une conseillère en économie sociale et familiale. Et donc, dans nos circonscriptions de service social, on a majoritairement des assistants de service social, mais il y a aussi les CESF, donc 1 à 2 par circonscription, en plus des autres agents. Donc, du coup, nous, dans le cadre de l'accompagnement social qu'on propose à nos publics, qui est en grande majorité de manière individuelle, on propose aussi des actions collectives, c'est l'accompagnement social collectif. Et le jeu est souvent utilisé comme vecteur, comme facilitateur pour travailler avec nos publics. Donc, on utilise de manière un peu traditionnelle certains petits jeux, entre guillemets, des jeux pour permettre la prise de parole, des jeux brise-glace, des jeux qui vont permettre aussi aux personnes de se présenter. Mais on a été aussi très utilisateurs, et c'est du jeu Dilemme, notamment pour les questions autour de l'accompagnement budgétaire. Et l'an dernier, donc dans le cadre de mes missions, j'accompagne un groupe de métiers CESF, mais aussi les professionnels, les assistants du service social qui sont un peu référentes, un peu expertes de la question de l'hébergement, du logement, de la précarité énergétique, et pour mettre un peu, pour aider les équipes à travailler les notions de précarité énergétique en lien avec tout le contexte qu'on a pu subir en lien avec la sobriété énergétique, mais aussi parce que nos publics rencontrent d'importantes difficultés budgétaires, aussi en lien avec le logement. Donc, pour parler précarité énergétique, on a fait le choix d'utiliser un jeu qui s'appelle Econome, Eco, ''N'', Home, qui est un jeu qui a été travaillé, qui a été proposé par une CESF, dans le département du Tarn. Donc, elle a présenté ce jeu et j'ai trouvé très intéressant de pouvoir du coup le déployer, le présenter à nos équipes. Et donc, le choix a été fait. Donc, je suis désolée, j'ai pas été bonne élève, j'ai pas apporté le jeu, mais je pourrais faire des photos pour le montrer. Donc, c'est un jeu de plateau également. Et le plateau, c'est une maison. Donc, une maison avec tout l'environnement autour, donc le jardin, une porte et les différents lieux de la maison.
donc les différentes pièces pardon, de la maison. Et donc, il y a différentes cartes. Et l'objectif, chaque équipe, chaque personne ou chaque équipe, puisqu'on peut y jouer de manière individuelle ou porter une équipe. Alors, comme le service d'action sociale, au niveau du service social, on porte le fait que les personnes puissent jouer en équipe, vont avoir une petite carte et vont devoir répondre à des questions sur l'ensemble des thématiques. Donc, il va y avoir une thématique autour de la gestion de l'eau, autour de la gestion de l'électricité et du gaz, autour aussi de la question, il va y avoir aussi la question aussi de la protection de la planète, parce que du coup, dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aborder les questions éco-gestes. Donc, comment améliorer ma consommation des fluides au sein de mon domicile, mais aussi comment permettre de faire des économies et comment protéger la planète. Parce que c'est aussi un enjeu autour de la transition écologique qu'on prend aussi à cœur au niveau du service social et pour permettre aussi au public d'entendre des messages, mais aussi de porter des messages auprès des personnes avec qui ils participent. Donc, le jeu, comme il a été utilisé, on a proposé aux professionnels, dans un premier temps, de les former. Et du coup, ça a permis aussi de créer une cohésion autour de cette problématique, de cette thématique qui n'est pas si simple à aborder, où on a l'impression de vite savoir, oui, il faut éteindre la lumière, oui, il faut changer les ampoules, utiliser des mousseurs. Mais il y a énormément de messages quand on a travaillé donc, j'ai travaillé avec un petit groupe de CESF et on a proposé la formation à l'ensemble des agents du service social départemental. Ça a été intéressant, c'est que chacun avait l'impression d'apprendre quelque chose, mais aussi de se découvrir entre différents professionnels. Et ce qui était intéressant, c'est de montrer que les assistantes sociales ne savaient pas tout, que le CESF non plus, et que chacun pouvait apporter des informations. Ce qui a été aussi intéressant, c'est que les professionnels ont pu témoigner, celles qu'ils avaient déjà utilisées avec les publics, de ce que ça pouvait engendrer. Et là, c'est de manière un peu plus globale. Le jeu dans l'action sociale permet notamment de créer du lien entre les personnes, puisque quand on propose une action collective, les personnes ne se connaissent pas. Et le jeu peut être utilisé comme un outil fédérateur, entre guillemets, ou qui va faciliter la mise en contact des personnes. Enfin, je trouve que c'est très intéressant au début d'une action collective où les publics sont un petit peu gênés. Alors, on fait le choix de porter une action collective autour d'une thématique au sein du service social, souvent en lien avec des problématiques sociales, soit en lien avec des questions budgétaires, le logement, mais aussi des questions de parentalité, de protection de l'enfance. Des sujets qui peuvent être assez graves, assez durs à porter. Mais du coup, le jeu va permettre de créer un lien, de créer du lien social, de l'échange, de faciliter, entre guillemets, la communication par la suite. Et donc, du coup, les questions, des fois, on peut dire aussi qu'on peut utiliser un jeu sans que l'action collective soit portée sur cette problématique. Parce que ça va, par exemple, la question du jeu économe, c'est montrer comment la famille, les familles peuvent être amenées à améliorer leur quotidien au sein de leur domicile, mais aussi quels messages elles peuvent porter, quels messages elles peuvent partager. Voilà, je pense savoir beaucoup parler. Et temps, il nous reste à peu près 2 minutes avant de passer à la phase de questions. D'accord. C'est très bien. Est-ce qu'on a d'autres témoignages, Jeanne? Peut-être je vais inviter Philippe et Aurélien à réagir à ce qu'on a entendu. Alors, on a eu des jeux de plateau. Donc, on est vraiment sur le versant jeu sérieux dans les exemples là qui ont été cités, plus que sur la partie gamification. Mais on va y revenir. Peut-être que... Si tu me permets, en fait, moi je trouve que c'est 3 super exemples parce qu'en fait déjà ça permet de bien expliquer une définition simple de ce qu'est un jeu sérieux. Donc un jeu sérieux, c'est un jeu dont le but premier n'est pas le simple divertissement. Ça veut dire qu'en fait vous avez 2 fonctions. Une fonction de divertissement avec le plaisir de jouer, etc. Et une fonction utilitaire. En l'occurrence, dans ces 3 exemples, la fonction utilitaire, c'est clairement de la sensibilisation, de la prévention autour des questions de transition écologique, précarité énergétique ou sur la gestion du budget. Donc, ce que je trouve vraiment bien par rapport aux exemples que vous avez pris, c'est au-delà du fait que c'est des exemples qui ont été portés au niveau de la collectivité, c'est que ça part au départ d'une intention, d'un besoin clair et identifié. Donc, vous n'avez pas fait ça un peu au petit bonheur la chance, à la fleur au fusil. Il y avait vraiment une réflexion de fond sur pourquoi
on veut recourir au jeu pour travailler sur ces questions de sensibilisation, de prévention. D'autre part, on voit aussi ce qui transparaît, c'est l'action collective, que ce soit quand on est sur le co-design du jeu ou l'activité en tant que telle. Et on voit que le collectif, il est super intéressant et important dans les projets, où, donc avec les enjeux de cohésion, de faire se connecter en interaction sociale les uns les autres. À l'ère post-Covid, c'est quand même pas mal ces sujets-là aussi. Et un autre truc que j'ai trouvé très bien et qui est une bonne pratique en la matière, c'est le fait d'avoir des guides d'animation et de former des animateurs et des animatrices. Et ça, c'est essentiel parce que souvent, les jeux ne sont pas autoporteurs, entre guillemets, et ils s'inscrivent dans une démarche d'intervention. Et c'est important que les gens qui sont amenés à animer ces démarches, elles soient formées, etc. Parce que si ce n'est pas le cas, le risque, c'est que derrière, ça décrédibilise en fait toute la démarche. Et du coup, les gens ont une mauvaise expérience. Et pour ceux qui vont venir derrière pour essayer d'introduire ce genre de méthode, c'est plus compliqué. Après, il y a un truc qui n'a pas été mentionné, mais je pense que c'est important de le mentionner. Une activité basée sur un jeu sérieux, ça s'appelle un débriefing derrière. Donc, ça veut dire le débriefing, c'est le moment où on parle de ses ressentis, on se projette sur l'après. Et souvent, ce qui est intéressant d'associer à une activité de jeu, c'est le passage à l'action derrière. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Comment on incite les gens à mener des petites actions concrètes suscitées par le jeu? Donc là, sur des messages de sensibilisation, c'est assez intéressant. Et l'autre idée qui va avec, c'est l'évaluation. Faites de la sensibilisation, comment vous évaluez que le message il est bien passé par ce canal. Donc, il y a des outils qui existent. Hein. Je pourrais citer le modèle Cépage, par exemple, de Julien Alvarez. C'est quelque chose qui est sous Creative Commons. On peut sans problème trouver sur Internet. Ça aide à structurer une démarche d'évaluation. Et c'est très, 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 très intéressant. Et le dernier point que je voulais dire, c'est la question aussi de l'approche. C'est-à-dire qu'on peut avoir différentes stratégies d'action. Soit on décide de créer un jeu de toutes pièces, ce qui peut être qui nécessite du temps, de l'argent, investissement, etc. Ou alors être plutôt dans une stratégie d'aller voir ce qui se fait déjà. Pour essayer je pense que c'est ce qui s'est passé avec Dilemme, par exemple, voire même être dans du détournement. Vous avez parlé des icebreakers, enfin des brise-glaces. Souvent, on utilise des jeux pensés pour le divertissement qu'on va réintroduire dans des contextes sérieux, entre guillemets. Alors, l'exemple classique qu'on pourrait prendre, c'est par exemple le photolangage avec un jeu comme Dixit, en plus qui rejoint ce que vous disiez sur la créativité, puisque Dixit, c'est vraiment un univers poétique hyper intéressant pour se décadrer et qui permet de démarrer un temps de réunion, par exemple, et de créer des liens en demandant aux gens de choisir une image et d'exprimer un peu leur ressenti par rapport à ça et pourquoi ils ont choisi, quel lien ils font avec l'objectif de la réunion, etc. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Je ne vais pas redire ce que tu as déjà dit. Moi, il y a un élément aussi que je trouve important, c'est que dans les sujets que vous avez abordés, il y a souvent une question morale derrière. C'est-à-dire qu'on a un frein soi-même parce que on ne sait pas très bien comment ça va être reçu d'aller voir son chef de service, son collègue, pour lui dire j'ai des problèmes d'argent ou j'arrive pas à diminuer ma consommation énergétique. Voilà. Et puis on voit bien que collectivement dans la société, il y a des vrais clivages moraux sur ce que c'est que gérer son argent ou ce que c'est que la transition écologique. Et le jeu, ça permet en quelque sorte de suspendre la question morale. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez sélectionner les cartes. Alors, vous dites que ce n'est pas de la tricherie. Moi, je n'ai pas de problème avec la tricherie dans les jeux. C'est d'ailleurs un vaste sujet avec ma compagne sur ma fille qui triche beaucoup. Mais parce que dans la tricherie, il y a déjà l'intégration de la règle. Et c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que c'est un espace vraiment de créativité. C'est-à-dire comment on transgresse la règle, pourquoi, c'est quoi l'objectif, quel écart on accepte, comment on détourne aussi des règles. Donc il y a aussi un enjeu là-dedans qui est intéressant. Et puis sur la question morale, je le disais tout à l'heure, pour moi, une des choses que nous apprend le jeu sur notre société, c'est qu'en fait, on n'a plus tellement de repères collectifs. Et donc, ça ouvre un espace dans lequel on peut essayer de redéfinir ce que c'est pour nous
quelque chose qui est bien, quelque chose qui est mal, quelque chose qui est souhaitable, quelque chose qu'on voudrait atteindre ou on veut pas atteindre justement. Enfin, et donc ça permet voilà, de manipuler des choses qui sont plutôt instituées, qu'on questionne pas, la plupart du temps qu'on questionne pas parce que en fait on n'a pas d'espace pour le faire. Et le jeu ouvre un espace pour ça. Et moi, je pense que l'omniprésence du jeu dans nos sociétés, il est le témoin de ce besoin d'espace où on re-questionne un peu nos valeurs, nos objectifs, nos récits communs. Et après, peut-être une chose qu'on pourrait... je parlais tout à l'heure voilà, de ce que j'avais fait avec la RATP notamment. L'objectif de cet outil, c'était vraiment d'accompagner des projets d'innovation liés à des services de mobilité. Donc, c'était aussi d'avoir dans une dynamique ludique la possibilité de se nourrir d'autres choses que ce dont on a l'habitude de se nourrir quand on est dans un cadre d'entreprise ou d'organisation dans lequel il y a de la routine, dans lequel on voit toujours les mêmes personnes. Et c'est pas un problème, c'est aussi ce qui fait voilà, que ça fonctionne. Mais dans un cadre voilà, d'innovation, c'est important en fait de toujours être capable de faire un pas de côté ou d'aller voir à l'extérieur des choses. Et le jeu, ça permet aussi, en quelque sorte, d'ouvrir ce cadre-là. Et je pense que ce que vous racontez sur le fait de travailler en équipe avec des gens, j'imagine, qui ne sont pas nécessairement du même service, qui ne se connaissent pas non plus, bah, ça permet aussi de voir qu'il y a des gens, peut-être, ou qui pensent comme nous, alors qu'ils sont dans une situation financière qui est différente, ou au contraire, de voir que des gens dans des mêmes situations que nous pensent autrement. Et du coup, ça permet aussi de se réaligner sur bah voilà, des choses qu'on projette et qui ne sont pas nécessairement ni partagées ni graves, en fait. Pour ces rebonds. Est-ce que, je sais pas, peut-être vous aussi réagir par rapport à, enfin, ou aller plus loin dans cette question de l'utilisation du jeu. Est-ce que, à la lumière des expériences que vous avez avec Dilemme, avec et Econome, ça vous incite à développer plus d'actions de ce type-là? Est-ce que ça peut être une réponse un peu globale par rapport à des problématiques que vous rencontrez dans l'accompagnement? Ou est-ce que c'est, à votre sens, limité sur quelques interventions spécifiques, c'est complémentaire d'autres interventions? Enfin, comment vous voyez la place du jeu après ces temps d'expérimentation? Moi, c'est totalement complémentaire à ce qui peut être fait en travail individuel, sachant que ça permet de toucher beaucoup plus de personnes, d'aborder ces questions-là voilà, avec les retours d'expérience qu'on disait, les échanges qui peuvent être présents dans le groupe, des fois même entre personnes de ce groupe de participants. Il y en a même qui vont se donner des conseils que nous-mêmes, on n'aurait pas imaginé dans le cadre de l'accompagnement individuel. Voilà. C'est hyper riche, en fait. Donc, pour moi, c'est une pratique qui doit se poursuivre et se développer au même titre que l'accompagnement individuel. Comme un mode d'intervention légitime, plein et entier, quoi. Et on voit ça dans le travail social, de toute façon. Et c'est vrai que c'est important du coup, que ce soit dans le cadre d'accompagnement d'équipe ou nous d'accompagnement des publics, de se rendre compte à quel point le jeu il a un impact aussi sur donc de manière collective, mais sur l'individuel. Parce qu'on voit bien chez les publics en difficulté que ça apporte quand même une forme, déjà une possibilité de prendre la parole, une possibilité de jouer un rôle aussi. Un rôle dans un service où quand on vient, que ce soit pour aller travailler ou pour être accompagné, être aidé, entre guillemets, on vient avec un but d'être aidé. Et là, le public peut montrer ses forces, ses capacités, et aussi du soutien, parce que nous, des fois, on accompagne un public qui peut ne pas savoir lire. Donc là, on parlait des règles. C'est vrai que c'est aussi important dans la préparation de l'utilisation du jeu, de pouvoir aussi s'imaginer quels freins on va pouvoir rencontrer pour ne pas mettre en difficulté les personnes, parce que comme vous disiez tout à l'heure, sinon on perd tous les avantages.
Mais du coup, ça va pouvoir, si en connaissant les publics, là, on peut le faire que si on connaît les personnes qui viennent en amont, mais on va pouvoir anticiper et montrer qu'une personne va aider l'autre. Et du coup, il n'y a pas que elle qui est aidée en service social. Il y a cette entraide qui est possible. Donc, il y a ce développement aussi donc, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de montrer que les personnes, elles ont aussi des capacités, elles ont aussi un pouvoir, entre guillemets. Et c'est tout là où on va rechercher leur pouvoir d'agir. Et c'est vraiment comme je sais pas ce que je voulais dire, on va toucher par rapport à une problématique voulue, mais il va y avoir un impact autre. C'est aussi donner envie aux parents de jouer avec leurs enfants à la maison, de donner peut-être qu'ils se disent un jeu de société finalement c'est trop difficile, il faut lire la règle, je sais pas, alors que les enfants eux-mêmes ils jouent à l'école, au centre, mais c'est aussi donner aussi une autre pratique à la maison. Alors il y a des personnes qui le font beaucoup. C'est vrai qu'à titre personnel, c'est aussi on a forcément une passion pour le jeu, qu'on a envie de la déployer, mais il y a tout cet enjeu de se dire que on va dépasser l'objectif premier et avoir un impact aussi, par exemple, par rapport à l'insertion, on parle beaucoup d'insertion sociale et professionnelle, d'aider les personnes à aller vers un projet. Le jeu va aussi y contribuer, alors que peut-être qu'on va être on va parler d'un sujet, mais ça va vraiment avoir un impact assez global. Oui, effectivement, il y a au-delà du but du jeu, d'une certaine manière, il y a des effets induits par le jeu et le fait que, en fait, les joueurs sont mobilisés en tant que personnes dans leur globalité et pas seulement comme les usagers d'un service, par exemple. D'ailleurs, on parlait du jeu de Dixit. C'est vrai que, par exemple, c'est un jeu qui, sur la créativité, peut être utilisé, par exemple, quand on va réunir un groupe de personnes victimes de violences conjugales, qui est un sujet très dur. Si on a envie, il faut extrapoler, entre guillemets, si on ne veut pas être si on n'est pas alors il y a des groupes de parole mais si on veut permettre aux personnes d'être dans un autre univers, entre guillemets, c'est vrai que c'est un bel univers pour permettre aux personnes de jouer un rôle, et de se créer une histoire. Et à partir de la création d'histoire, après, c'est pas que se créer une histoire, c'est qu'après, on peut rebondir grâce à ce jeu à cet imaginaire, entre guillemets, pour créer un atelier collectif vers autre chose. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait penser à ça. Super. Merci beaucoup. On est il bien vraiment à chaque fois. Alors, donc on entre dans une nouvelle phase de notre bel aquarium. Je vais vous inviter à la fois chez vous, enfin de l'autre côté de l'écran en tout cas, et dans la salle, à prendre quelques minutes de réflexion pour revenir sur un peu ce qu'on s'est dit, ce que vous avez appris, ce qui vous a surpris dans les propos ou ce qui vous a intéressé. L'idée étant que vous puissiez maintenant vous-même venir poser vos questions. Donc, ça se fera à travers nos modérateurs pour les gens qui nous suivent sur Teams. Et puis pour les personnes qui sont ici dans la salle, en venant prendre place dans le cercle. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos présentations. Donc, on prend comme ça 3-4 minutes de réflexion collective, et puis ensuite, qui veut vient longtemps poser des questions. Donc, Erika nous a fait une petite synthèse des réactions que vous avez pu poster sur Klaxoon, et elle a quelques questions à poser. Alors, il y en a pas mal. Donc, on va les prendre aussi après en binôme avec Jeanne. Alors, on a une super question de Marie-Cécile qui nous dit « Le ludique serait-il une façon de travailler plus sérieusement aujourd'hui ?» Déjà, si on regarde dans l'histoire de nos sociétés, la différence entre travail et loisir, elle n'a pas toujours été celle qu'on connaît aujourd'hui. Chez les Romains, en fait, le loisir, c'était ce qu'on appelle l'otium. En fait, l'espace de l'otium, c'est l'espace où on se cultive comme citoyen. On devient un humain, en fait. Et l'opposé de l'otium, c'est le neg-otium, qui va donner le commerce, le négoce. Et en fait, c'est toutes les activités où on travaille. Et pour les Grecs et les Romains, en fait, la partie la plus importante de la vie, c'est pas le travail, le négocium, mais c'est bien l'otium.
Donc, ce qui est sérieux, entre guillemets, c'est la vie de la cité, et ce qui ne l'est pas, c'est le commerce. On voit bien aujourd'hui comment ça s'est inversé, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si c'est une façon de travailler plus sérieusement, mais en tout cas, c'est une façon de questionner notre rapport au travail. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose alors, qui pose tout un tas de problèmes et de questions. Mais depuis quelques années, il y a des porosités entre vie personnelle et vie professionnelle qui se jouent sur tout un tas de plans. Le télétravail en est la dernière expression post-Covid où on est chez soi et on travaille. Du coup, qui paye l'électricité, qui paye enfin, voilà, ça pose la question des limites qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ça interroge aussi la personne qu'on est au travail. Moi, j'ai toujours été un peu, enfin, ça m'a toujours surpris le fait que quand on est dans une posture de travail, c'est pas toujours le cas, mais souvent on a des réflexes qui vont à l'encontre de la personne qu'on peut être en dehors du travail. Parce qu'on a des logiques professionnelles, on a des façons de se représenter les choses qui sont un peu différentes. Et je pense que cette porosité entre les deux, elle permet de réinjecter un peu aussi, si c'est la vraie vie ou le real life, comme disent les gamers, mais pour eux, il n'y a pas d'opposition vraiment nécessairement. Mais en tout cas, ça permet de resynchroniser des mondes qui étaient peut-être en train de se désynchroniser. Je ne suis pas sûr que ça réponde exactement à la question posée, mais voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance aussi à considérer que jeu sérieux, c'est un oxymore, dans le sens où c'est deux notions contradictoires. Et au final, pas du tout, parce que la notion de sérieux, ça renvoie bien à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la fonction utilitaire d'un jeu sérieux. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une sensibilisation. Et puis, sérieux, ça peut aussi vouloir dire, ça renvoie à une attitude. Et ça renvoie peut-être aussi à la question qui était posée sur le flow, sur le fait que quand on joue sérieusement, on est concentré à ce qu'on fait, on a beaucoup d'attention. Et donc on joue sérieusement dans le contexte professionnel, ça veut dire qu'on va renforcer cet état de concentration et de participation. Et donc, c'est tout à fait compatible. Donc, la notion de flow, c'est ça. Simplement, ça fait référence à l'état mental dans lequel on est quand on mène une activité de jeu, quoi, en fait. Et donc voilà, je sais pas, du coup, j'ai essayé de faire une pierre deux coups. Et peut-être aussi, pardon, je rebondis, c'est que dans la présence du jeu dans le travail, il y a aussi une façon de déconstruire des logiques un peu d'aliénation du travail par le jeu. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça ouvre un espace un peu alternatif, quoi. Moi, il y a une analogie que j'emprunte à Michael Bakhtin qui parle de ça à propos du carnaval du Moyen-Âge, où il nous dit que le carnaval, pour le Moyen-Âge, ça a été le moment où on a pu faire l'expérience qu'on n'était pas obligé de vivre dans un système féodal. Parce qu'en fait, dans le carnaval au Moyen-Âge, on inverse les codes, le roi devient le bouffon, le haut devient le bas, etc. Et donc, l'idée n'est pas de dire qu'on va vivre dans le carnaval, mais avant d'arrêter de vivre sous un système féodal, il faut déjà pouvoir se dire qu'on peut faire autrement. Et je pense que le jeu, c'est un espace contemporain dans lequel on est collectivement en train de se dire qu'on pourrait vivre autrement. Et alors, ça prend tout un tas de formes pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi bien des jeux comme Éviter sur la scène Scindie Résiliente que aussi des récits complotistes. Donc, on voit bien qu'il y a, encore une fois, un décalage. Et dans les multiples jeux qui sont expérimentés, il y en aura peut-être qui vont prendre le pas sur les autres et qui seront ce qui va structurer nos sociétés à moyen terme. Autre question. En direct, est-ce que... ouais. Ça rejoint, pardon. Ça rejoignait un peu ce que vous avez dit sur la fin de votre phrase, mais tout à l'heure, vous parliez du nudge, vous avez aussi parlé des questions morales que le jeu pouvait lever. Et du coup, je me suis dit, est-ce que parfois, un peu trop, peut-être, je pensais à Squid Game. J'imagine que tout le monde vous en parle tout le temps, Hunger Games en salle en ce moment. Finalement, est-ce qu'il y a une limite morale au jeu? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où le jeu est un outil finalement de manipulation sans aller jusqu'à
les masses qui veulent à tout prix de l'argent, quitte à tuer leur prochain, du nudge qu'on peut dire qui manipule les attitudes. Alors, ça peut être un outil de manipulation, mais c'est pas la faute du jeu. C'est pas le jeu qui manipule les gens, c'est le maître du jeu qui, par le jeu, manipule les joueurs. Souvent, alors on pourrait parler, oui, de Squid Game, mais genre, souvent, on met sur le dos des jeux vidéo tout un tas de comportements déviants. La plupart des études montrent que ceux qui jouent, ils sont plutôt plus sains que ceux qui jouent pas. Donc voilà, où on a des images d'Épinal sur le fait que les jeux vidéo sont des activités plutôt genrées garçons. Aujourd'hui, on sait que c'est à peu près 50-50 dans la population française et dans la population mondiale en général. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Là-dessus, moi, je fais toujours attention parce que c'est important de ne pas donner le sentiment que c'est le jeu qui serait une pratique déviante ou amorale. Le jeu, c'est subversif, par définition, au sens où ça questionne les cadres de représentation, mais c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas grave de questionner nos cadres de représentation. En fait, c'est ça aussi être un citoyen. C'est ça aussi de développer un esprit critique, c'est ça aussi d'être dans la société. Donc, pour moi, tout ça ne pose pas de problème. Après, mais c'est vrai, ça s'est passé avec le greenwashing, et ça se passe toujours d'ailleurs avec le greenwashing, et il y a aussi du gamewashing. C'est-à-dire, on met du jeu pour que ce soit cool. Mais derrière, les finalités, elles, ne sont pas cool du tout. Pas questionner. Elles sont à questionner. Donc oui, ça peut être un outil de manipulation, mais si c'était pas celui-là, ça pourrait être autre chose. Enfin, voilà, donc il ne faut pas pointer le jeu comme responsable. C'est un élément qui est manipulé aussi, en fait. Moi, je pense que c'est une question, on pourrait y passer une matinée, hein, parce que c'est passionnant. Ce que je peux dire sur la question des nudges, effectivement, les nudges souvent sont décriés parce qu'on dit que une fois que les gens ils ont compris, par exemple, vous mettez un trompe-l'œil sur l'espace public, les personnes ils vont ralentir une fois parce que vous considérez que c'est une zone accidentogène à bord d'une école, par exemple. Les gens, la première fois, ils vont se faire avoir, et puis une fois qu'ils ont compris que c'était pas vrai, ils en tiennent plus compte. Donc, il y a la question de la durabilité aussi, et puis de comment on accompagne le nudge pour que réellement les comportements ils changent. Et dès que vous touchez de toute façon science comportementale, il y a le risque de manipulation. Donc ça, c'est le premier point sur les nudges. Après, je pense qu'il faut... on a beau être militant des jeux et de leur développement dans le milieu professionnel, etc., il faut être conscient qu'il peut y avoir des écueils, qu'il peut y avoir des risques d'infantilisation, par exemple, qu'il peut y avoir aussi la notion on dit, c'est le cercle magique, espace de liberté, les gens vont être à l'aise pour se lâcher prise, etc. Sauf que ce n'est pas totalement vrai. Quand vous jouez, vous vous révélez aussi au niveau de votre personnalité, Donc, quand vous le faites avec, par exemple, en équipe, avec votre N+1, N+2 qui participent, etc., il y a des garde-fous éthiques à poser pour que réellement ça se passe bien, quoi. Et je prendrai un dernier exemple qui est pour moi une dérive qui avait fait un bad buzz d'ailleurs, qui était avec Pôle emploi, qui avait fait en fait, qui avait trouvé génial l'idée de reprendre le concept de The Voice pour faire en fait passer des candidats face à des employeurs qui se retournaient ou qui ne se retournaient pas. Et en fait, ça avait été vécu comme étant extrêmement dégradant de la part des candidats, mais eux, ils ne l'avaient pas au départ, ils se disaient ça va fun, ça va justement, c'est une manière un peu... Je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention, sauf que l'effet, il a été catastrophique. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien se poser aussi la question éthique. Pour moi, elle est au cœur du développement des jeux en entreprise ou dans les administrations. Et à partir de là, si c'est fait en bonne intelligence, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais je suis assez d'accord avec vous, il y a quand même il faut avoir un vrai point de vigilance là-dessus. Potentiellement sûr. Ouais. Et puis on voit bien la prévalence du jeu et des mécanismes ludiques. On le voit sur les réseaux, sur les applications qu'on utilise. Il y a une espèce de compétition pour notre attention qui peut poursuivre différentes finalités. Ouais. Ça peut être pour mettre des gens dans un état de flow et
imaginer des super nouvelles politiques publiques qui vont mieux répondre aux besoins, comme ça peut être pour augmenter les profits d'une entreprise, siphonner des données personnelles ou autre chose encore. Donc, je pense que à cet égard, c'est effectivement la finalité du jeu et finalement pourquoi est-ce que on va l'utiliser. Question suivante. Je rebondis sur ce que tu étais en train de dire, Philippe, parce qu'on a plusieurs questions autour de justement comment jouer au travail, comment faire accepter à la fois en hiérarchie, par la hiérarchie, le fait qu'un jeu peut être une solution pour faire avancer collectivement un sujet de réflexion. Comment aussi motiver, dans le sens inverse, plutôt les agents et l'équipe à s'investir et à voilà, être dans une posture, une bonne posture pour jouer. Et il y a même une question qui touche au côté mauvais joueur. Comment finalement on fait avec un mauvais joueur dans une équipe pour malgré tout que ce soit un moment constructif et partagé. Ok. Alors, plusieurs choses. Alors, comment on fait? Bon, déjà, moi, je pense que tout à l'heure, j'ai évoqué le modèle cépage pour l'évaluation d'une séquence que vous mettez en place avec, en utilisant un jeu. Dans le modèle cépage, vous avez tout un volet sur l'analyse du contexte, du besoin et du public. Donc ça, déjà, c'est une manière de sécuriser un peu la démarche. Est-ce que le public auquel je vais m'adresser sont des gens qui sont plutôt favorables, accueillants à ce type bienveillants à l'égard de ce type de démarche, ou au contraire, qui risquent d'exposer des résistances, etc. Et dans ce cas-là, où je mets le curseur du ludique pour que ce soit acceptable et que ce soit réellement efficace par rapport à mes objectifs. Donc il y a ça. Après, il y a une stratégie qui peut être aussi de se dire, au départ, je commence petit pas, je teste avec des personnes où je sais que ça va me permettre de tester mon format d'intervention avec le jeu et de voir que ça fonctionne bien, de faire ce qu'on appelle du playtest aussi, de voir un peu les feedbacks pour ajuster et après l'envisager à plus grande échelle. Ça peut être aussi une autre stratégie. Après, sur le rapport, parce que ça a été dit aussi sur la tricherie, par exemple. Et ça renvoie à ce que vous disiez sur la question d'un jeu, c'est avant tout un espace réglé, quoi, en fait. Et donc, si la tricherie, elle est dans les règles, dans ce cas-là, ça s'appelle du bluff, et c'est acceptable, il n'y a aucun problème. Si c'est de la vraie tricherie et un comportement qui est déviant, à ce moment-là, c'est l'animation qui joue un rôle pour ramener dans le cadre tout le monde et faire en sorte que, voilà, on ait posé dès le départ un principe de respect des règles. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment on dit là-dessus. Moi, je lui dirais de lire 2 articles de gens sérieux parce qu'ils sont américains. Un de John Seeley Brown. Alors, j'ai plus le nom de l'article, mais en tapant John Seeley Brown sur Internet, vous le retrouverez, dans lequel il explique pourquoi il vaut mieux recruter un chef de guilde de World of Warcraft plutôt que quelqu'un qui a fait un Master of Business Administration à Harvard, et où il explique que, alors je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'un chef de guilde de World of Warcraft, mais grosso modo, c'est un joueur qui gère tous les autres joueurs pour remplir les quêtes du jeu, en fait. C'est une sorte de DRH, quoi. Un peu différemment. Et il faut savoir qu'il y a des chefs de guilde, ils ont 12 ans et demi. Donc, voilà. Et ce qu'explique John Seeley Brown, donc lui qui est un professeur beaucoup plus sérieux que moi, puisqu'il est professeur de gestion, c'est que les compétences finalement qui sont acquises dans World of Warcraft, dans la gestion de compétences, elles sont finalement beaucoup plus en phase avec le monde contemporain que le type qui a fait un MBA à Harvard, comme on fait un MBA à Harvard depuis 70 ans. Quoi. Même si c'est une très grande université, etc. Donc ça, c'est première illustration de le jeu. En fait, ça donne des compétences très concrètes et très actuelles. Et puis après, il y a un article aussi de Eric Raymond. Donc lui, il est encore plus sérieux parce que c'est lui qui est un des créateurs de Linux. Donc ce système d'exploitation que Apple s'est plus ou moins approprié. Et c'est un article qui s'appelle donc La cathédrale des bazars. Et donc, lui, il est ingénieur en informatique de formation. Donc, pour lui, faire un logiciel, c'est faire une cathédrale. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, il y a des silos, il y a des process, et on a des crans de projets pour avancer. Voilà. Et puis, en fait, il va tester l'open source. Il va ouvrir le code de Linux
un peu flipper. Ça va être d'abord le bordel, le bazar, et en fait, il va se rendre compte qu'il y a une dynamique collective qui se met en branle et qui fait qu'on va 10 fois plus vite que dans un modèle cathédral. Alors, sans dire que le jeu, c'est le bazar, mais pour moi, il y a, voilà, c'est cette même analogie que celle du carnaval, c'est-à-dire on ouvre un espace dans lequel on peut faire autrement. Si sur Linux, on peut faire un logiciel comme ça, qui est aujourd'hui utilisé par tous les ordinateurs Apple de la planète, plus tout un tas d'autres gens qui sont sur un modèle plus voilà, open de l'informatique, ça démontre que justement, ouvrir des cadres différents pour travailler, ça ouvre des espaces dans lesquels on peut faire les choses mieux et ensemble. Et c'est quand même deux enjeux au travail qui sont, à mon avis, très importants. C'est intéressant. Alors, ce qui est amusant peut-être, c'est qu'on sait aujourd'hui que les bâtisseurs des cathédrales fonctionnaient pas du tout comme les ingénieurs d'aujourd'hui, mais au contraire étaient dans un système plus ouvert et avancé un peu. Super. On a d'autres questions dans le public ici, peut-être? Moi, je voulais savoir si... Alors, Janine, c'est... Oui, vous parliez de jeux genrés tout à l'heure aussi. Puis comme on est dans une institution publique et politique, je veux savoir s'il y a des jeux de gauche et des jeux de droite. Alors, il y a des jeux de gauche, il y en a deux qui sont très célèbres. Il y a Antifa, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, et il y a un jeu des pinceaux Charlot qui s'appelle Capital, où on joue... on est ou le capitaliste, ou les prolétaires. Et c'est un jeu. Alors, moi, les pinceaux Charlot, les chercheurs? Oui, les chercheurs. Moi, je n'y ai pas joué, mais on m'a raconté beaucoup de parties. Apparemment, c'est très difficile de battre les capitalistes. Donc, il y a vraiment des jeux de gauche. Des jeux de droite, je ne sais pas, mais il y en a sûrement. Non, ça, c'est gauche. Ah non, ça C'est ça, la légende du ça a été fait pour justement critiquer le. C'est possible. Le capitalisme. Je sais pas, j'ai la version inverse aussi. Alors, c'est très droit. Oui, c'est très droit. L'objectif, c'est d'acheter un paradis dans les Bahamas, machin. Et il y a pas de aussi. Mais il y a des jeux, je sais pas, je pense à un jeu comme SimCity, qui est donc un jeu de gestion urbaine, qui véhicule des représentations de la ville qui sont celles de la ville néolibérale américaine. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est un jeu de droite, parce qu'avec une visée idéologique de droite, mais en tout cas, c'est un jeu qui véhicule des représentations qui sont plutôt, oui, celles d'une ville libéralisée, et où il faut baisser les impôts pour avoir des gens qui viennent. Enfin, il y a des mécaniques de jeu très concrètes comme ça. Voilà. Je vous posais la question des jeux vidéo ultra violents où, en fait, on prend un vrai plaisir à dégommer tout le monde. Donc, ça, c'est une partie de notre vie ou de notre journée où on a besoin de cette catharsis générale, comme ça, en se disant, je prends toutes les armes et je vais dégommer tout le monde. Comment ça marche aussi, ça, dans le travail, ces espèces de pulsions de mort? Parce que j'étais en train de penser à ce côté. En fait, j'ai pas encore tout à fait bien compris la frontière entre gamification et jeu. J'ai une petite idée, mais en fait, ce serait pas mal qu'on ait gamification. Je pensais à ces Japonais qui ont installé des salles de punching ball pour leur patron et pour effectivement donner des coups. Et on a l'impression qu'effectivement, il y a une catharsis, des couloirs qui doivent s'installer aussi. Quel rôle ça joue, ça, pour vous, dans le jeu? Tout à l'heure, on parlait de Huizinga. Huizinga, à un moment, il parle des chats et qui jouent ensemble. Et pour lui, une des façons d'expliquer le jeu biologiquement, c'est justement ce truc un peu de pulsion, d'agressivité qu'on vient exprimer dans un cadre qui, lui, n'est pas agressif. Et vous avez peut-être déjà vu jouer des chatons entre eux, ils se mettent des coups de patte, des machins. Il y a un moment où ça peut dégénérer, mais au départ, tout le monde est au courant qu'on fait semblant. Donc, c'est évidemment un espace de catharsis, comme vous le dites. Après, sur les jeux vidéo où on tue tout le monde et on prend du plaisir à ce que ce soit sanglant, etc., c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que est-ce que ça vient du jeu vidéo ou est-ce que ça vient de l'habitude qu'on a pris collectivement de montrer des images violentes? Et donc, le plaisir cathartique qu'on prend à la violence
et qui a un plaisir qu'on a tous à différents degrés, son seuil, il est beaucoup plus haut aujourd'hui, parce que toute la journée, on nous balance des informations, des images qui elles-mêmes sont violentes et qui augmentent notre seuil, en quelque sorte, de catharsis et de tolérance. Effectivement, après, dégommer tout le monde, c'est à la fois un plaisir, mais ça éloigne la peur. Je trouve, effectivement, j'ai éliminé mon ennemi. Et quand je suis en jeu, quand je joue, j'ai l'impression que je peux prendre plus de risques. Donc, la prise de risque est intéressante parce que, justement, je suis dans un cadre, je peux me l'autoriser. On a souvent parlé ici de droit à l'erreur. Hein, donc, on l'a un peu théorisé, mais l'a-t-on appliqué, en fait, au département? Mais le jeu permet, effectivement, de se tromper plus facilement et de se tromper en se marrant. Et l'erreur, elle est plus facile finalement à exposer en fait devant tout le monde. J'ai perdu mon tour, bon ben je passe mon tour, ok, c'est pas grave, c'est dans la règle du jeu. Après, moi j'aurais tendance à dire que en fait on n'est pas uniforme en fait. Il y a différents profils psychologiques de joueurs déjà et de joueuses. Et donc, il n'y aura pas non plus les mêmes attendus. Donc, il y a pas mal de travaux là-dessus. Hein. Donc, je ne reviens pas dans le détail. Mais ça, faut aussi en avoir conscience. C'est-à-dire que c'est quand même une expérience très subjective, quoi, en fait. Après, sur les... c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va jouer à un jeu violent va pas forcément avoir la même sensibilité en ayant du plaisir à jouer à ça sans être pour autant un sadique ou voilà. Et quelqu'un d'autre qui va être hyper attentif à ça, hyper sensible à ce truc-là et qui se dit, bah non, mais en fait, c'est pas pour moi ce jeu et je pourrais jamais y retrouver du plaisir parce que ça renvoie à tout un tas de représentations et de... Donc, voilà, on n'est pas à égalité là-dessus. Déjà, il faut avoir ça en tête. Après, sur le côté des fouloirs, ça peut être aussi une dérive du jeu, c'est-à-dire on voit sur les jeux de cohésion, de team building par exemple, on peut se retrouver dans des trucs complètement, qui sont pour moi après des trucs un peu pervers ou dégradants, alors que en fait c'est pas l'idée, c'est pas la philosophie au départ. Donc c'est peut-être un point de vigilance aussi qu'il faut avoir. Il peut y avoir aussi le côté simplement des fouloirs au sens côté gadget, des fois qu'on retrouve au titre du bonheur au travail ou du bien-être au travail avec les fameux baby-foot, les machins, etc. Où là, on rentre vraiment dans la gadgetisation du jeu. Et donc là, on n'est pas sur la violence, mais on est aussi sur le côté un peu des fouloirs, voire même greenwashing, pour dire, bah, en fait, on est un environnement de travail fun, on est attentif à nos collaborateurs, à leur bien-être. Il y a tous ces trucs-là qui pourraient venir en filigrane par rapport à ce que vous venez d'exprimer. Oui, puis c'est aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des bureaux de Google, il y avait justement des toboggans, des baby-foot, machin. Et est-ce que c'est pour se préoccuper du bien-être des salariés ou est-ce que c'est pour que les salariés soient à résidence des bureaux de Google? Donc c'est pareil, c'est-à-dire que quelle est la finalité de ces dispositifs et quelles frontières, quelles limites on se pose comme organisation en disant, bah voilà, quand on n'est pas à cet endroit-là, on n'est plus dans un moment de travail. Les gens, on connaît tous le problème avec les mails à 22 heures. Voilà, mais ça se pose aussi sur des espaces qu'on appelle espaces de convivialité, espaces de repos, tout ça. Et dans lesquels, des fois, viennent se greffer vraiment des logiques de travail. C'est-à-dire que, je sais qu'au moment où il est dans tel espace, il va être disponible pour discuter du projet qu'on a à faire, machin. Et du coup, c'est plus du tout un lieu où on joue au baby-foot, c'est un lieu où le baby-foot vient accueillir tous les autres trucs qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on est pris dans des process de travail trop serrés, quoi. Donc là-dessus, c'est toujours pareil, c'est quelle est la finalité derrière et qu'est-ce que... faut faire attention, encore une fois, à poser le bon cadre, des bonnes limites, quoi. Peut-être on prend une dernière question qui nous vient de Teams et puis après, oui, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On a prévu une table ronde de 2 heures et pas d'une journée entière. Peut-être juste une question très rapide et une autre plus longue. Est-ce que... oui.
J'avais plus en tête, est-ce qu'il existe un endroit qui répertorie tous les jeux sérieux qui ont été créés par des collectivités Par les collectivités. Alors, dans le... alors il y a des choses intéressantes du côté de la Banque des initiatives RH de la DGFP. Ça, je pense qu'on peut y trouver. Il y a beaucoup de jeux qui ont été lauréats de prix un peu innovants. Donc là, ça peut être une ressource. Après, vous avez un site qui s'appelle Ludoscience, dans lequel vous avez toute une classification des jeux sérieux. Donc là, vous pouvez retrouver pas mal de choses. Alors, c'est basé, en plus, c'est un site qui est basé, cette classification, elle est basée sur l'open innovation avec aussi l'idée de faire contribuer. En fait, les gens, ils participent à la classification. Il faut remonter dès qu'ils ont un jeu. Ils sont invités à les classer suivant ce qu'ils appellent des briques de gameplay. Et voilà, ça permet d'avoir tout un tas de jeux référencés. Là, dans l'immédiat, ouais, c'est ce qui me vient spontanément en tête. Alors, on a une question sur comment savoir si l'utilisation du jeu est une problématique adaptée au projet. Et il y avait pas mal de questions autour de la collaboration avec, par exemple, un designer et tout ce qui va être la cohérence entre le fond et la forme du jeu. En fait, vraiment, la conception du jeu, la co-création aussi avec les usagers. Une sorte de grosse synthèse. On peut, globalement, sur les enjeux de conception d'un jeu, à la fois sur le fond et la forme, sur les finalités. Alors, peut-être ce qu'on peut se dire, c'est que il y a des passerelles entre le design et la conception de jeux sérieux. Très clairement, on parlait avant le début de la table ronde d'un sprint. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple donc des sprints, c'est sur un format court, c'est d'aller à partir d'un sujet, d'une question de travail, engager un process d'idéation et de prototypage rapide pour pouvoir tester des idées nouvelles en réponse à une problématique. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui vient du design, le design thinking. Bon, bah, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les sprint gamification. Par exemple, vous avez la Feedback qui fait ça. Et l'idée, c'est de prototyper un dispositif gamifié qui n'est pas forcément un jeu, hein, peut être juste quelque chose qui s'appuie sur des ressorts ludiques. Donc, à partir d'une problématique identifiée, et c'est exactement un process design thinking appliqué à la conception de jeux ou d'un process de gamification. Donc, voilà, après, c'est peut-être les petits signaux qui peuvent vous dire que ça peut être intéressant d'utiliser le jeu. C'est de se dire, est-ce qu'il faut que j'ai de la participation? Est-ce que je veux construire la solution? Voilà, il y a ces aspects-là en fait qu'il faut prendre en compte pour se dire est-ce que j'ai des messages à faire passer? Donc typiquement en regardant ce qui se fait du côté de la ludopédagogie. Tissage par le jeu. Donc voilà, moi un petit peu pour commencer. Mais après, c'est sûr que si vous commencez à vous lancer dans la conception d'un jeu, il faut s'entourer, je pense. Parce que c'est un métier. Vous pouvez tester des petits jeux comme ça avec des outils comme, par exemple, vous avez un outil qui est très bien, qui est en licence libre, qui s'appelle les Mechanic Art. Ça vous permet de réfléchir à c'est quoi le matériel de jeu, c'est quoi les mécaniques de jeu que je vais mobiliser, c'est quoi les compétences que je vais essayer de développer auprès des joueurs. Donc les Mechanic Art, ça c'est un truc, vous pouvez télécharger les Mechanic Art en ligne, c'est Aurélien François Fidali. Qui est le créateur. C'est un outil très bien pour s'initier à la conception de jeux. Pas uniquement jeux sérieux, hein, c'est là pour le coup, c'est jeux en général. Mais, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sur la conception, Aurélien en fait, je pense que ça dépend aussi des enjeux de conception. C'est-à-dire que alors après, voilà, c'est une vision peut-être personnelle du jeu, mais pour moi, le jeu, c'est un espace, encore une fois, dans lequel on crée un à côté. Donc, c'est du coup dans des moments où on a besoin de sortir d'un cadre. Et on n'a pas toujours besoin de sortir d'un cadre quand on fait un projet. Donc, le jeu, c'est pas toujours la solution. Voilà. Pour moi, c'est une solution à partir du moment où on identifie
enfin, comme tu le disais, ou du désengagement, ou des problèmes de communication, ou parce qu'on n'arrive pas à sortir quelque chose dont on est satisfait, ou parce que notre process, on a l'impression qu'il arrive un peu à bout de souffle. Enfin, voilà, donc, pour moi, c'est une façon de faire un pas de côté. Et après, si c'est une façon de faire un pas de côté, c'est aussi important de se dire que tout ne devient pas du jeu ensuite. C'est-à-dire que, comme je le disais pour Bakhtin et pour le Moyen-Âge, c'est un moment le jeu. Tu parlais de cercle magique, il y a un début, il y a une fin, quoi. Et c'est important de ne pas faire comme si tout allait devenir un jeu, tout allait être formidable, parce qu'après, c'est la dictature du cool, quoi. Et c'est aussi très épuisant comme mode de fonctionnement. Donc, voilà, moi, si je devais identifier un endroit où c'est important de mettre du jeu dans la conception, c'est quand on a besoin, voilà, de faire un pas de côté. Et en politique publique, quand on construit des projets d'aménagement avec des populations qui habitent quelque part, leur dire qu'on va transformer leur espace de vie, c'est un moment où ils ont aussi besoin de faire un pas de côté. Enfin, donc, dans ces endroits-là, ça peut être quelque chose d'évidemment pertinent. Je peux rebondir juste sur ce qu'on a dit. Bon, déjà, pour simplement dire que quand on parle de jeu en français, en anglais, on va faire le game et le play. D'ailleurs, vous avez écrit playtime. Hein, donc, on distingue l'activité en gros du dispositif réglé, de l'objet. Voilà. C'est une première remarque. Et sur le fait de faire le pas de côté, je trouve toujours hyper intéressant d'associer au dispositif d'intervention de l'observation de méta. C'est-à-dire pour avoir une dimension réflexive. Et par exemple, vous faites une activité basée sur le jeu, vous avez votre observateur, observatrice méta qui peut avoir réfléchi à une petite grille de lecture, etc. Et puis qui va faire, à la fin de l'activité, au moment du débriefing, un feedback aux participants pour leur dire ben voilà comment vous avez communiqué entre vous. Il y a une petite dimension apprenante aussi, le fait de comment on fonctionne ensemble. Est-ce qu'il y a eu sur une action du jeu, est-ce qu'il y a eu un leadership qui s'est imposé ou pas? Enfin voilà, des choses comme ça. Et ça, c'est très le fait d'avoir quelqu'un un peu extérieur qui apporte cette touche réflexive dans un dispositif dans une intervention basée sur le jeu. Je trouve que c'est vraiment super parce que ça fait grandir l'équipe en fait. Et de fait, oui, on sait que c'est un levier d'apprentissage important. Enfin, on l'a vu de différentes manières. On s'approche doucement de la conclusion. On a déjà évoqué, vous avez déjà commencé à donner certains conseils à des gens qui voudraient se lancer dans l'introduction du jeu, de la gamification, dans la création de jeux. On a évoqué certains des points de vigilance à avoir, hein, notamment au regard des finalités. On a peut-être un peu moins parlé des bonnes pratiques. Alors peut-être qu'on peut revenir rapidement là-dessus. Et puis aussi, vous, de là où vous êtes situé, hein, dans une école de design, dans un centre de recherche, dans un rôle de consultant sur des affaires de ludopédagogie. Peut-être comment est-ce que vous observez ce qui se passe en ce moment et quelles perspectives vous en tirez pour l'action publique sur la place que le jeu pourrait y jouer. Excusez-moi de la formulation. Alors, moi, je perçois clairement un engouement avec le risque que ça devienne un effet de mode et qu'on fasse un peu n'importe quoi. Ce que je préconise, c'est vraiment de se former, d'être assez rigoureux sur la manière de préparer une intervention, par exemple. D'ailleurs, souvent, je trouve que c'est plus intéressant de travailler le scénario d'intervention que de concevoir le jeu en tant que tel. Parce que concevoir un jeu, c'est quand même quelque chose, c'est une niche, en fait, quelque part. Et souvent, peut-être, si vous voulez développer cette pratique, vous aurez peut-être jamais l'occasion ou l'intérêt de créer un jeu en tant que tel, mais plutôt de vraiment, par contre, là, ce qui est incontournable, c'est de scénariser son intervention. Voilà. Donc ça, il y a ça, mais clairement, moi, je perçois un engouement. J'ai eu l'occasion d'accompagner la préfecture de région, le labo d'innovation publique, Île-de-France, la Fabrique RH pour la nommer, sur une Serious Game Jam.
donc c'est-à-dire un format un peu hackathon pendant 2 jours, on prototype du jeu sérieux. Là, c'était sur le thème de l'attractivité de la relation usagée. On voit qu'il y a une envie en fait d'y aller et d'explorer ces solutions, quoi, en fait. Donc, ouais, je pense que on est plutôt sur une phase de développement. Comme je disais, moi je pense que collectivement et même au niveau planétaire, on est dans un moment où on a besoin de penser autrement la façon dont on vit ici et maintenant, quoi. Et donc, moi je l'observe aussi voilà, chez les étudiants avec qui j'enseigne, c'est que la question du plaisir, du sens, qui peuvent prendre tout un tas de formes, le jeu est une façon d'adresser ces questions. Et d'adresser ces questions en proposant d'autres manières de faire. Donc, je pense qu'il y a une vraie opportunité sociale, en fait, et collective, dont le jeu est une manifestation. Mais après, c'est important aussi de se dire, et tu l'as dit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a joué, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que parce que quand on fait un jeu sérieux ou qu'on utilise des process de gamification pour de la créativité ou pour de la cohésion, le moment est super sympa. Des fois, il sort des très bonnes idées. Et puis, en fait, 15 jours plus tard, on est reparti dans la routine habituelle et on repasse ce qu'on a fait à la moulinette de ce qu'on ne voulait pas faire. Et du coup, ça ne devient plus rien, quoi. Donc, un des enjeux quand même derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une fois qu'on a créé des alternatives, comment on les imprime, quoi. Qu'est-ce qu'on se met comme plan d'action, comment on vient les implémenter, qu'est-ce qu'il faut changer dans nos organisations pour que ce soit possible. Ce qui ne suffit pas de dire ce serait bien qu'on fasse comme ça, à un moment, il faut le faire, quoi. C'est tout l'enjeu qu'on a là, notamment sur le jeu autour de la résilience en Seine-Saint-Denis, puisque les joueurs sont amenés à formuler des projets. Et on est en train de travailler justement sur ensuite comment est-ce qu'on évalue l'intérêt des différents projets et lesquels on va pouvoir accompagner et essayer de retraduire. Et pardon, peut-être justement sur le lien entre jeu et design, peut-être que le designer, c'est aussi son rôle d'être capable de dire comment on transforme ce qu'on a produit dans le jeu en réalité d'organisation, de projet, d'implantation, de développement, etc. La question que vous posez, c'est... sans vouloir trop charger le designer, mais disons que normalement, c'est lui, il a les compétences pour faire le lien entre l'organisation, ses différents acteurs et ce qui a été produit dans le jeu. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable de tout. Bien sûr. Mais peut-être qu'on atteint là une limite finalement, c'est-à-dire on dit le jeu c'est un pas de côté par rapport à un système pour le penser autrement. Mais en réalité, quand on en ressort, ce système-là perdure et on n'a pas les moyens de tricher avec le cadre dans lequel on est. C'est un peu la même chose avec le carnaval. On a ce temps où on inverse un peu les choses, mais c'est pour mieux revenir dans le rang après. Donc, c'est effectivement l'enjeu de transformer l'essai. Mais là, ça nous amène sur du design presque systémique ou politique, parce que, en fait, c'est les règles qu'il faut changer dans ce cas-là, une fois qu'on a pensé ces alternatives. Ça fait. Ok. Mais ça peut donner de l'inspiration. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai en tête aussi l'idée dans le design, souvent on cherche à faire la preuve du concept. Alors, c'est aussi d'ouvrir des espaces expérientiels à travers le jeu qui permettent des fois de montrer que ça fonctionne et de le faire de manière un peu sécure. Et ça veut dire aussi qu'il faut impliquer le plus de niveaux hiérarchiques de l'organisation quand on fait ça. Parce que un des leviers, c'est quand même ceux qui sont plutôt en haut de l'échelle qui décident. Donc, il faut aussi qu'ils aient accès à ce que ça veut dire que penser l'organisation autrement. Et encore une fois, c'est comme tu dis, c'est-à-dire, comme on dit avec le carnaval, on fait une expérience, ça veut dire, tiens, en fait, c'est vrai, on pourrait faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme ça, mais ça ouvre un espace dans lequel on peut commencer à mettre des choses en place.
Et après, voilà, comme dit Pascal, la vérité, elle est au milieu des Pyrénées. Donc, la Renaissance, c'est pas le monde du carnaval, mais c'est pas le féodalisme non plus. Et donc, voilà, enfin, et le chemin vers la Renaissance, il est passé par cet espace un peu foutoir où on inverse les codes, quoi. Sur un dernier petit conseil pour les personnes, parce que je me suis retrouvé dans cette position à un moment donné à me dire, mais est-ce que je suis pas dans le syndrome de l'imposteur parce que je suis pas un gamer chevronné, j'ai pas une culture ludique hyper étendue quand je me suis lancé un peu là-dedans et j'y suis allé un peu comme ça, pas à pas. En fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir une appétence, avoir une envie. Et après, être conscient que c'est important aussi de développer une culture ludique. Donc, mais ça n'empêche pas, même si on n'est pas, même si on vous demande c'est quoi le jeu que vous connaissez, tout de suite vous dites ça va être les échecs ou machin, enfin des trucs assez basiques. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas légitime à utiliser ce vecteur en fait dans votre pratique. Et après, par contre, il faut avoir l'exigence de développer sa culture ludique. Alors, c'est en allant, par exemple, en jouant, déjà, en premier lieu. Et puis, ça peut être aussi l'occasion d'aller sur des salons. Là, je pense à un auquel moi, je vais aller parce que je le trouve très bien. C'est Ludinor Pro, par exemple, à Lille, au mois d'avril, où là, vous rencontrez beaucoup de professionnels en fait, qui viennent avec des jeux pédagogiques, des jeux pour la formation, pour le conseil, etc. Et voilà, et c'est une occasion aussi de rencontrer un écosystème et de commencer à se familiariser avec le sujet. Bon, voilà, ça c'est des exemples, mais que les gens n'aient pas de complexe s'ils ont envie d'y aller, qu'ils y aillent, quoi. Très bien. Mais ça souligne quelque chose autour de quoi on a tourné finalement. On a évoqué le côté de plaisir, on a évoqué l'engagement, etc. Mais on a parlé des jeux sérieux, mais au fond, le jeu, c'est une affaire sérieuse. Donc, parce qu'elle met en jeu des choses importantes. Et du coup, il ne suffit pas d'aimer jouer pour faire des jeux. Ça demande de la formation, ça demande de la conception, ça demande de s'allier avec des compétences. Et c'est un enjeu à respecter. C'est pas parce qu'on est dans le jeu, on n'est pas, même si c'est pas un jeu sérieux, qu'on n'est pas dans quelque chose de sérieux et d'important pour ce qu'on vit collectif. Voilà, je vous propose de conclure ici cette table ronde. Je remercie encore chaleureusement nos intervenants, Philippe Mounier, Aurélie Souillet, Caroline Aubert. Je vous remercie aussi tous ceux qui se sont joints à nous à distance pour vos questions, vos réactions. Peut-être qu'on continuera d'utiliser ce tableau Klaxoon pour apporter d'autres éléments de contextualisation et autres. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et de mois de l'innovation publique. Ouais, bravo. Et je porte aussi un message de la part de Pauline Chiming qui a malheureusement dû partir en ses fonctions. Donc, un grand merci à tous les intervenants qui sont venus témoigner et apporter. Un grand merci à toute l'équipe pour l'organisation de et maintenant pour l'animation. Très inspirante. Et un grand merci aux participants aussi. Elle est très ravie parce qu'il y a eu beaucoup de participation, notamment en ligne. Super. Ouais, génial. Merci à tous. Merci à vous.